Vous écoutez On lit pour vous. Près de la moitié des employés de la génération Z prévoient changer d'emploi. Un texte d'Alex Fontaine, paru le 7 juillet 2026 dans Le Devoir. Quoi retenir? Près de 42% des Canadiens de la génération Z souhaitent changer d'emploi selon Randstad. Les attentes salariales et l'équilibre vie-travail sont les principaux motifs de départ. Le besoin de perspectives d'évolution de carrière claires est fondamental pour la génération Z. Près de la moitié des Canadiens de la génération Z, nés entre 1995 et 2012, disent vouloir changer d'emploi, révèle un sondage de Randstad publié récemment. Pour les retenir, les employeurs devraient mettre l'accent sur la rémunération et l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, soutient l'entreprise de services en ressources humaines. Toutes générations confondues. Ce sont 33% des 3 594 adultes canadiens consultés en début d'année qui ont indiqué vouloir changer d'emploi, que ce soit au sein même de leur organisation ou à l'externe. La proportion grimpe à 42% chez les personnes nées entre 1997 et 2012. Près du quart de l'ensemble des répondants, 23%, envisage pour sa part de quitter son poste pour aller travailler pour un autre employeur. Ce n'est pas exceptionnel par rapport aux années précédentes, même qu'on voit une légère diminution, observe André Perron, directeur principal des relations clients chez Randstad Canada. Ce ne sont d'ailleurs pas toutes les intentions de quitter son poste qui se concrétisent, précise-t-il. Argent et vie personnelle. Les principaux motifs de départ invoqués par les employés sondés sont une rémunération trop faible, 48%, le désir d'améliorer l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, 40%, et le manque de perspective d'évolution de carrière, 34%. Ces raisons varient en fonction de l'âge. Les baby boomers envisagent surtout de changer d'emploi en raison d'une faible rémunération, d'un environnement de travail négatif et d'une crainte de réduction des effectifs. Tandis que les plus jeunes pointent davantage du doigt une croissance de carrière limitée pour justifier leur intention de partir. Les employés de la génération Z ont besoin de sentir qu'il y a un plan clair pour leur progression, qu'ils vont être capables d'évoluer dans l'entreprise, de relever des défis, qu'ils vont participer activement à la mission de l'entreprise et ne pas juste être des exécutants, explique M. Perron. Le télétravail est un des avantages privilégiés par les travailleurs quand il est question d'équilibre entre le travail et la vie personnelle, même si la proportion de travailleurs qui le pratiquent a beaucoup diminué depuis la fin de la pandémie. Un milieu de travail positif et une charge de travail raisonnable sont aussi des éléments parmi les plus appréciés chez les répondants. Que peuvent faire les employeurs? L'étude montre que le salaire, la conciliation entre le travail et la vie privée et les avantages sociaux sont tous presque aussi valorisés par les chercheurs d'emploi, indique André Perron, mais quand il y a une décision à prendre ou un compromis à faire, le salaire reste très, très important. Ainsi, ce n'est pas parce qu'un employeur a une bonne réputation, une culture d'entreprise enviable et offre de la flexibilité à ses employés que les salaires ont moins d'importance, ajoute-t-il. C'est un angle mort dans une stratégie d'employeur. Les salaires offerts par les compétiteurs et la charge de travail réelle attendue des employés sont aussi des facteurs importants qui ont vraiment une incidence sur la volonté de changer d'emploi ou pas. Enfin, M. Perron dit voir plusieurs gestionnaires éviter d'avoir des conversations difficiles avec les employés sur leurs attentes salariales et leurs aspirations professionnelles.
Pourtant, cette communication-là va susciter l'engagement, va mettre le doigt sur le bobo de façon plus précise qui va permettre aux employeurs de s'ajuster. C'était près de la moitié des employés de la génération Z prévoient changer d'emploi, un texte d'Alex Fontaine paru le 7 juillet 2026 dans Le Devoir. Mieux vieillir en santé grâce à la cuisine Vitalité. Un texte de Caroline Fortin paru le 22 juin 2026 dans Bel Âge. L'une est diététiste nutritionniste, prof et chercheur, l'autre est comédienne et créatrice de contenu gourmand. Ensemble, la docteure Anne-Julie Tessier et Catherine Saint-Laurent ont créé un ouvrage original qui combine science et cuisine. Le lien entre alimentation et vitalité anime Anne-Julie Tessier depuis toujours. Après des recherches en santé musculaire et cognitive, elle a terminé son post-doctorat à l'université Harvard pour approfondir son savoir sur la nutrition et le vieillissement. Et c'est pour amener toutes ces connaissances dans l'assiette que je me suis dit, on devrait créer un livre de nutrition et recettes ensemble. Je suivais Catherine sur Instagram, j'aimais son style et je voyais son intérêt grandissant pour la cuisine. Je l'ai donc approchée avec ce projet un peu fou. Et moi, j'ai dit oui presque dans la minute, réplique celle qui s'est fait connaître du grand public avec son rôle de Noélie Saint-Hilaire dans District 31. Le résultat, Mange ta vie, édition Cardinal, est aussi instructif qu'alléchant. Le livre est séparé en 4 axes: la santé musculaire, la santé cognitive, la santé mentale et la prévention des maladies chroniques. Chacun s'ouvre sur un résumé des dernières avancées scientifiques, suivi d'une page dans le panier, indiquant les familles d'aliments à privilégier pour chaque axe, puis des recettes que Catherine a voulu accessibles. Qu'est-ce qu'on mange? Au menu, beaucoup de légumes, de grains entiers, de légumineuses, de noix et graines, de bons gras, puis des œufs, du poisson et de la volaille comme source de protéines animales. Nos lignes directrices étaient de privilégier la variété, la couleur dans l'assiette et le plaisir. Je me suis inspirée de mes voyages, de certains plats de resto et de ce que je mange déjà au quotidien pour créer les recettes, dit Catherine. Le tout présenté de façon esthétique. D'un point de vue biologique, notre corps ne se soucie pas de l'apparence de notre assiette. Par contre, psychologiquement, le beau peut créer l'appétit et le plaisir, ajoute Anne-Julie. L'idée, poursuit-elle, est de se servir du livre pour introduire des changements dans ses menus et ce, à tout âge. On sait par exemple que la masse musculaire diminue avec l'âge, ce qui, avec les autres changements métaboliques, augmente la vulnérabilité aux maladies chroniques. Il devient alors important d'avoir un apport suffisant en protéines. Ainsi, près de 45% des cas de démence pourraient être prévenus, c'est énorme. Et un des leviers pour y arriver est l'alimentation. Ce qu'on mange compte vraiment autant maintenant que plus tard. Notre objectif, au final, c'est d'aider les gens à s'alimenter pour vieillir en bonne santé, et ça peut juste commencer par des gestes simples comme remplacer le riz blanc par du riz brun, conclut Catherine. 3 recettes à essayer. Voir les recettes au lien lebelage.ca/recettes. Funky niçoise, une salade gourmande qui contient des sardines, un poisson gras qui favorise la santé mentale. Soca pizza, une crêpe dense faite à base de farine de pois chiches et d'huile d'olive. Délicieux et santé. Avoine épointée au bleuet, comme un risotto du matin. C'était Mieux vieillir en santé grâce à la cuisine Vitalité. Un texte de Caroline Fortin paru le 22 juin 2026 dans Bel Âge.
Les 10 choses les plus critiquées par les médecins. Un texte de Mégane Tanguay, paru le 11 juillet 2026 dans Coup de pouce. Lorsqu'on pense à la santé, on imagine souvent les grandes décisions comme adopter une meilleure alimentation, faire plus d'exercice ou arrêter de fumer. Pourtant, plusieurs gestes du quotidien, considérés comme normaux ou inoffensifs, préoccupent les professionnels de la santé depuis toujours. Parce qu'ils sont répétés jour après jour, ces comportements peuvent avoir un impact plus important qu'on ne le croit. Voici 10 choses que bien des médecins aimeraient voir disparaître de nos habitudes. Chercher son diagnostic sur Internet avant de consulter. À la moindre douleur ou au moindre symptôme inhabituel, plusieurs personnes se tournent vers les moteurs de recherche. Le problème est qu'il est facile de tomber sur des scénarios alarmants qui ne correspondent pas à la réalité. L'autodiagnostic en ligne peut créer de l'anxiété inutile ou, à l'inverse, pousser quelqu'un à minimiser un problème qui mérite une évaluation médicale. Négliger son sommeil? Dans une société où la productivité est souvent valorisée, le sommeil est parfois perçu comme du temps perdu. Pourtant, accumuler les nuits trop courtes ou de mauvaise qualité peut affecter l'humeur, la concentration, le système immunitaire et plusieurs autres aspects de la santé. Attendre trop longtemps avant de consulter. Certaines personnes repoussent un rendez-vous médical en espérant que le problème se règle de lui-même. Cette tendance peut concerner aussi bien une douleur persistante qu'un symptôme inhabituel ou un changement physique inexpliqué. Plus l'attente s'allonge, plus il devient difficile d'évaluer l'évolution de la situation. Arrêter un traitement dès qu'on se sent mieux. Lorsqu'un problème semble réglé, il peut être tentant de cesser un traitement avant la date prévue. Pourtant, un soulagement des symptômes ne signifie pas nécessairement que la condition ayant motivé le traitement a complètement disparu. Boire trop peu d'eau au quotidien. La déshydratation légère passe souvent inaperçue. Fatigue, maux de tête, difficulté à se concentrer ou sensation de faiblesse peuvent parfois être liées à une consommation insuffisante de liquide. Plusieurs personnes ne réalisent pas qu'elles boivent beaucoup moins d'eau qu'elles le devraient pour le bien-être de leur organisme. Passer des heures assis sans bouger. Le travail de bureau, les déplacements en voiture et les loisirs devant les écrans favorisent la sédentarité. Rester dans la même position pendant de longues périodes est devenu une habitude courante, même chez les personnes qui considèrent avoir un mode de vie relativement actif. Ignorer sa santé mentale. Stress chronique, anxiété, épuisement émotionnel et détresse psychologique sont parfois banalisés ou considérés comme des problèmes qu'il faut simplement endurer. Pourtant, la santé mentale fait partie intégrante de la santé globale et mérite autant d'attention que la santé physique. Utiliser son téléphone jusqu'au moment de s'endormir. Le réflexe de consulter les réseaux sociaux, les courriels ou les nouvelles avant le coucher est devenu presque automatique. Cette habitude peut prolonger le temps d'éveil et rendre la transition vers le sommeil plus difficile pour certaines personnes. Consommer des médicaments sans toujours lire les indications. Qu'il s'agisse de médicaments en vente libre ou de produits naturels, plusieurs consommateurs les utilisent par habitude sans prendre le temps de vérifier les doses recommandées, les contre-indications ou les interactions possibles avec d'autres produits. Se croire invincible aux examens de dépistage. Lorsqu'on se sent en bonne santé, il est facile de remettre à plus tard certains examens préventifs ou bilans de routine. Beaucoup de problèmes de santé peuvent toutefois évoluer discrètement pendant longtemps sans provoquer de symptômes évidents. Sous-estimer l'impact des petites habitudes quotidiennes. Les médecins ne s'inquiètent pas seulement des comportements extrêmes. Ce sont souvent les gestes répétitifs, intégrés au quotidien depuis des années, qui attirent leur attention. Négliger son sommeil
rester assis trop longtemps, ignorer certains symptômes ou reporter des rendez-vous de suivi peut sembler anodin sur le moment. Pourtant, ces habitudes font partie de celles que les professionnels de la santé aimeraient le plus voir disparaître. C'était Les 10 choses les plus critiquées par les médecins, un texte de Megan Tanguay, paru le 11 juillet 2026 dans Coup de pouce. Utiliser l'IA pour aider ses employés à apprendre le français. Un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 15 juillet 2026, dans Le Devoir. Un outil québécois d'intelligence artificielle, IA, aide les anglophones à pratiquer le français dans des situations de travail. Baptisé Conversaflex, l'outil séduit entre autres des entreprises ontariennes qui desservent des communautés francophones. Christy McClatchy est ontarienne. Elle travaille depuis plusieurs années comme intervenante au Kids Help Phone, une ligne d'aide en santé mentale pour les jeunes Canadiens. Son travail se déroule majoritairement en anglais, mais elle doit parfois intervenir auprès de ses collègues francophones ou bilingues. En Ontario, 82% des entreprises servent le public uniquement en anglais, selon les plus récentes données de Statistique Canada. À l'échelle du pays, hormis le Québec et le Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue du pays, cette proportion atteint 84,5%. Pour évoluer dans son milieu de travail, elle devait apprendre le français, admet-elle, au bout du fil. Mais l'Ontarienne n'en était pas à ses premiers efforts. Elle avait étudié le français à l'école jusqu'à la fin du secondaire, avant de s'y remettre récemment avec l'application américaine Duolingo. Mais après un certain temps, elle a eu l'impression de plafonner. J'ai atteint un point où ça ne m'apportait plus grand-chose. Je connaissais les mots que je voulais utiliser, mais je voulais être capable d'avoir une conversation. Je voulais pouvoir parler à quelqu'un naturellement, raconte-t-elle. Elle s'est mise à la recherche d'une IA dotée d'un outil vocal pour être en mesure de converser en français sans gêne. Mais j'avais de la difficulté à en trouver un qui me comprenait et surtout qui utilisait un français québécois. C'étaient surtout des outils français de France, raconte-t-elle. Lorsqu'on lui a proposé Conversaflex, elle a sauté sur l'occasion. J'utilise peu l'intelligence artificielle dans ma vie quotidienne, mais pour vaincre ma nervosité, je trouve que ça aide. Pratiquer sa langue seconde. Ce n'est pas un professeur, insiste Alexa Love Tremblay, cofondatrice de l'outil Conversaflex. Plutôt, il sert à pratiquer dans un contexte de travail ce qui a déjà été appris. L'application permet aux entreprises de simuler des situations où leurs employés auraient à parler dans leur deuxième langue. L'agent conversationnel, qui est entraîné pour comprendre les accents, peut donner de la rétroaction aux employés. Je voyais qu'il y avait un besoin pour de la pratique, explique Madame Love Tremblay. L'ex-enseignante de français langue seconde sait qu'apprendre une langue vient avec beaucoup de nervosité, surtout quand il vient le temps de l'utiliser dans la vie de tous les jours, et elle pense sincèrement que l'IA peut donner de la confiance aux nouveaux apprenants. Encore modeste, l'entreprise a une dizaine de clients, surtout en Ontario, mais aussi ailleurs au Canada. Elle offre d'ailleurs le même service pour les entreprises québécoises qui voudraient que leurs employés pratiquent leur anglais. C'était Utiliser l'IA pour aider ses employés à apprendre le français, un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 15 juillet 2026 dans Le Devoir.
L'empreinte du temps, un texte de Bruno Lamollet, paru le 27 mars 2026 dans le magazine Québec Science. Les dinosaures ne nous ont pas laissé que des os fossilisés. Des empreintes au sol sont également parvenues jusqu'à nous. Elles nous en apprennent sur eux et aussi un peu sur nous. 18 000. C'est le nombre d'empreintes de dinosaures préservées dans la roche qui ont été répertoriées dans le secteur de Carreras-Pampa, au cœur du parc national Toro Toro en Bolivie. Un record mondial pour un seul et même site, même si un grand nombre d'empreintes du lieu n'ont pas encore été comptabilisées. Pourtant, ce ne sont pas ces nombres astronomiques qui ont impressionné le plus Raúl Esperante, paléontologue au Geoscience Research Institute en Californie. Celui qui a dirigé les recherches, dont le rapport a été publié en décembre 2025 dans PLOS ONE, a surtout été marqué par la diversité des empreintes. On voit des dinosaures marcher, courir, virer brusquement, parfois traîner leur queue sur le sol et même nager. Une partie des empreintes se trouvait sur un site connu au sein du parc national. L'autre partie a été découverte par l'équipe de Raúl Esperante. Elles se répartissent sur 9 sites d'études, mais toujours au sein de la même couche géologique. Celle-ci date du Crétacé supérieur, compris entre 100 et 65 millions d'années. L'endroit était alors un environnement côtier. La très grande majorité des traces sont celles des théropodes, soit des dinosaures généralement carnivores se déplaçant sur leurs 2 pattes arrière à 3 orteils chacune. Ce groupe comprend le célèbre tyrannosaure. Toutefois, ce dernier n'a jamais été trouvé en Amérique du Sud et les théropodes qui ont laissé leur marque au parc Toro Toro ne dépassaient pas la taille d'une autruche. En fait, la majorité d'entre eux étaient gros comme des poulets, souligne Raúl Esperante. Certains dinosaures sont passés là en courant, d'autres en marchant. Les scientifiques le voient à la façon dont les pattes se sont enfoncées dans le sol. Sur certaines pistes d'empreintes plus profondes, on remarque parfois des traces de queue traînant au sol. Or, on se représente habituellement les théropodes avançant la queue en hauteur. La profondeur des empreintes nous indique que le sol était plus boueux, explique le paléontologue. Peut-être que ces dinosaures se servaient alors de leur queue pour garder leur équilibre sur ce sol instable. Par ailleurs, plusieurs pistes parallèles révèlent que ces théropodes se déplaçaient en groupe, et la majorité des trajets sont orientés de la même façon. Autrement dit, au Crétacé, cet endroit était une autoroute pour dinosaures longeant la côte. Des conditions exceptionnelles. Des traces de dinosaures, on en trouve fréquemment et dans de nombreux pays. Rien qu'en 2025, on en a trouvé au Canada, sur une falaise, en Italie, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni. La préservation des empreintes à travers les aires géologiques dépend de plusieurs facteurs. Pour commencer, la patte doit s'enfoncer dans une boue suffisamment ferme pour que sa forme soit bien conservée. Ensuite, les empreintes doivent rapidement être recouvertes de sédiments qui les protégeront, par exemple par une coulée de boue, et ce, idéalement après avoir séché au soleil. Puis, le poids des sédiments qui s'accumulent au fil des millions d'années comprime la couche imprimée jusqu'à ce qu'elle devienne de la roche. Celle-ci redevient exposée à l'air à la suite de l'érosion des couches supérieures. Laisser des traces de nage est plus difficile. À Carreras-Pampa, l'équipe américaine en a dénombré près de 1400. Un autre record. Il s'agit généralement de traces de griffes qui ont raclé le fond d'un plan d'eau quand celui-ci était peu profond. On imagine que les théropodes nageaient en pagayant avec leurs pattes arrière, un peu comme des canards, explique Raúl Esperante.
Comme sur la terre ferme, les empreintes laissées au fond de l'eau doivent être recouvertes rapidement de sédiments protecteurs, mais sans agitation du liquide. Cela pourrait effacer les marques. On peut penser à une abondante eau de pluie qui ruisselle vers un lac en entraînant des sédiments. Fascination millénaire. La fascination pour les dinosaures a commencé bien avant qu'on invente le mot, il y a près de 200 ans. À preuve, ces empreintes de théropodes et de sauropodes, ces immenses quadrupèdes à long cou, vieilles de 100 à 145 millions d'années retrouvées dans la province de Paraíba au Brésil. Elles sont accompagnées de pétroglyphes, soit des motifs gravés dans la roche par des populations humaines. Vieux de 2000 à 9000 ans, ils représentent différents symboles, comme un cercle contenant des lignes qui se croisent. Nous ne comprendrons jamais la signification de ces œuvres, se désole Leonardo Troiano, archéologue à l'Institut national du patrimoine artistique et historique à Brasilia et auteur principal d'une étude à leur sujet publiée dans Scientific Reports en 2024. Mais on voit qu'elles ont été tracées avec soin juste autour des empreintes de dinosaures, ce qui signifie que des gens se sont interrogés sur la nature de ces traces il y a des millénaires. Bien sûr, ils ignoraient l'existence des dinosaures. Peut-être pensaient-ils que ces empreintes avaient été laissées par des nandous géants, ces oiseaux sud-américains ressemblant aux autruches. Quant aux empreintes des sauropodes, ils les attribuaient possiblement à des cousins des éléphants qui existaient à cette époque sur le continent. Mais peu importe ce que les gens croyaient, on réalise qu'ils étaient aussi subjugués que nous par ces traces, même si des milliers d'années nous séparent, fait remarquer Leonardo Troiano. Et ça me donne la chair de poule. C'était L'empreinte du temps, un texte de Bruno Lamollet, paru le 27 mars 2026 dans le magazine Québec Science.